Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du journal de 15 heures au programme aujourd'hui. Le président de la République rend un hommage émouvant à la mémoire de feu Ahmed Mohamed Mahamoud Silayo décédé hier soir. Et au Moyen-Orient, une nouvelle frappe israélienne cible la banlieue sud de Beyrouth. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à feu Ahmed Mohamed Silayo, ancien président du Somaliland, décédé hier soir à Hargeisa. C'est avec consternation et tristesse que j'ai appris le décès de feu. Le président Silayo a déclaré le chef de l'État. Il laisse en héritage un riche répertoire d'idées, d'approches novatrices et de stratégies ingénieuses qui ont grandement contribué au développement économique et à la promotion de la coexistence pacifique dans notre région. Le président Guelleh a également souligné le rôle de rassembleur du défunt, saluant sa capacité à bâtir des consensus, véritable ciment de la cohésion sociale et de l'intérêt commun. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel, a-t-il conclu, en adressant ses condoléances attristées au peuple du Somaliland, au gouvernement ainsi qu'à la famille et aux proches de l'ex-dirigeant. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La 6e édition de la foire régionale d'Addis Abeba, inaugurée le jeudi 14 novembre au Grand Hall Huria, continue d'attirer un public nombreux et enthousiaste. Cet événement rassemble des jeunes créatifs, des femmes artisanes talentueuses et des producteurs venus de toute la région, y compris des localités rurales. Les produits artisanaux traditionnels sont au cœur de cette édition qui met en lumière une large diversité d'articles, objets artisanaux traditionnels, savons en poudre et solides pour le linge, confitures et jus produits à Assamo, tissus teintés comme les boubous, objets de décoration réalisés à partir de matériaux recyclés, plantes en pépinière, fruits et légumes cultivés localement. Cette foire s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, organisée par le Club des jeunes entrepreneurs djiboutiens en collaboration avec son antenne locale à Seljoug, la préfecture et l'instance régionale de la décentralisation. Lors de la deuxième journée, plusieurs personnalités ont honoré l'événement de leur présence. Le ministre du Budget, Esman Ibrahim Roble, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Ouloufa Ismaël Abdo, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Omar Ahmed Ouass, le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional, Shalmaki Hassan Alale, et d'autres parlementaires ainsi que des responsables locaux, dont le colonel Ouass Omar Borre et la présidente du club des jeunes entrepreneurs, Fathia Idle de Belde. Eh bien, les visiteurs venus en grand nombre ont pu découvrir et admirer la créativité remarquable des artisans et entrepreneurs de la région. Les stands regorgeant de produits variés ont suscité l'admiration des personnalités présentes qui n'ont pas hésité à saluer, encourager et soutenir les exposants en achetant leurs créations. Le ministre du Budget, Esman Ibrahim Lomla, a exprimé sa joie tout en rendant hommage au préfet de la région, au président du conseil régional, aux femmes influentes ainsi qu'aux jeunes entrepreneurs dynamiques de la région. Il a particulièrement salué les membres du club des jeunes entrepreneurs, organisateurs de cette magnifique fête foraine annuelle. C'est un honneur pour moi et pour la région. Nous leur apportons tout notre soutien, a-t-il déclaré. Et de son côté, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités s'est dite enchantée de découvrir le savoir-faire artisanal et les richesses de nos territoires, aussi bien variés qu'étendus. Nous l'écoutons. Cette foire nous a permis vraiment de découvrir le savoir-faire artisanal, le savoir-faire de notre terroir vraiment du pays, aussi large qu'il soit, aussi divers qu'il soit, aussi beau qu'il soit. Et ça nous a permis vraiment de découvrir, mais également de promouvoir également l'artisanat national, également de promouvoir le travail qui est fait par les femmes. Et nous, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, nous essayons tant bien que mal justement d'aider ces femmes et ces hommes qui souhaitent entreprendre à partir de leur région, qui souhaitent promouvoir leur région, de leur apporter notre soutien en tant que gouvernement. Et vraiment, ce fut vraiment un événement non seulement très traditionnel, très coutumier, mais également très festif. Nous remercions
remercions toute la région d'Ali Sabieh, nous remercions la population pour tout cet accueil chaleureux. Je ne saurais conclure avant également de remercier les honorables députés qui également nous ont accompagnés et qui nous ont conviés à cette cérémonie. Le 11 novembre, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a inauguré la COP 29 sur le climat à Bakou, en Azerbaïdjan. Il a également représenté le président de la République, Ismaël Marrakeli, au sommet des chefs d'État les 12 et 13 novembre, aux côtés du président azerbaïdjanais et du secrétaire général de l'ONU. En marge de la COP 29, il a présidé un événement organisé par Djibouti, rappelant la vulnérabilité du pays face au changement climatique et plaidant pour un financement international et privé afin de soutenir les actions d'adaptation et d'atténuation. Le ministre a également aussi participé à une session sur la sécurité alimentaire organisée par l'IGAD, soulignant les efforts djiboutiens pour réduire l'impact du changement climatique et d'El Niño. Enfin, le ministre a annoncé l'adhésion de Djibouti à la coalition mondiale de solidarité issue du sommet africain sur le climat de Nairobi en 2023. Et justement à la COP29, où le ministre Mohamed Abdelkader Moussa a représenté Djibouti, la mobilisation des pays africains a pris une ampleur particulière. Il réclame une juste compensation pour les dégâts liés au réchauffement climatique, notamment pour la mise en œuvre immédiate du fonds pour pertes et dommages adopté à la COP27. Les délégations africaines insistent sur la responsabilisation des pollueurs, la transparence des marchés internationaux du carbone et une transition accélérée vers les énergies renouvelables. Bien que l'Afrique soit responsable de moins de 4% des émissions mondiales, elle subit des impacts disproportionnés, soulignant l'urgence d'une justice climatique. À Bakou, le continent demande des engagements concrets et une action rapide pour garantir un avenir durable et équitable. À la une également, les épreuves écrites du concours de recrutement des élèves professeurs du MENFOP pour la rentrée 2025-2026 ont débuté ce samedi 16 novembre dans les différents centres d'examen. Cette année, pas moins de 4 626 candidats se sont inscrits pour concourir à l'obtention de l'un des 350 postes disponibles, répartis dans 20 disciplines couvrant l'enseignement préscolaire, primaire, moyen et secondaire. Des postes spécifiques pour les professeurs des écoles bilingues figurent également parmi les offres. Ces épreuves écrites marquent une étape cruciale dans le processus de recrutement qui se poursuivra avec des épreuves orales pour les candidats retenus à l'issue de cette première phase. Et comme chaque année, le concours est organisé par le ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale en partenariat étroit avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Pour cette session 2024, une nouveauté notable mérite d'être soulignée. Les candidats ont désormais la possibilité de postuler pour des postes dans les régions. Cette mesure vise à renforcer la stabilité des équipes pédagogiques dans les zones éloignées et à améliorer la qualité de l'enseignement à l'échelle nationale. Et dans le cadre du suivi de cet événement, le secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Mohamed, a accompagné de son homologue du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, et de Mme Loula Ali Elabé, directrice générale de la scolarisation et de l'enseignement général, a effectué donc une tournée de supervision dans 2 centres d'examen majeurs. Le centre de formation et le lycée de Djibouti. Cette visite en présence de hauts cadres des 2 ministères avait pour objectif de s'assurer du bon déroulement des épreuves et de rassurer les candidats et les organisateurs. Lors de cette tournée, le secrétaire général du ministère du Travail, Mohamed Abdallah, a salué le dispositif mis en place par le MENFOP, le ministère donc de l'Éducation nationale, pour garantir des conditions optimales aux participants, témoignant ainsi, vous l'entendrez, de l'importance accordée à la sélection rigoureuse des futurs enseignants. On l'écoute. Ce samedi 16 novembre 2024, le ministère de l'Éducation et le ministère du Travail sont engagés dans l'organisation du concours de recrutement des élèves professeurs. Ce concours, attendu par tous les jeunes qui veulent faire carrière dans l'enseignement, est un concours qui est le seul qui offre
de réelles opportunités d'insertion pour ces jeunes. 350 postes sont ouverts pour combler les besoins en enseignants. Et chaque année, c'est un concours que nous avons l'habitude d'organiser grâce à une collaboration entre nos deux ministères. Les choses se déroulent très bien. 4 617 candidats sont inscrits pour 350 postes offerts. Tout se déroule dans la sérénité et il n'y a aucun incident à déplorer. Merci. Parallèlement, la République de Djibouti célèbre aujourd'hui une grande victoire internationale. Barak Hussein Ahmed, élève du lycée de Djibouti, a décroché la médaille de bronze lors de la prestigieuse Olympiade arabe de mathématiques qui s'est tenue à Doha au Qatar du 10 au 16 novembre. À ses côtés, Mohamed Moussa, élève du lycée de Hoden, a également été distingué avec une mention honorable. Ces résultats marquent un jalon historique pour Djibouti qui participait pour la première fois à cet événement d'envergure. Cette Olympiade réunissait donc des lycéens de 21 pays arabes, a offert une plateforme d'excellence où les participants se sont affrontés dans des épreuves exigeantes axées sur les problématiques mathématiques complexes, organisées en partenariat avec l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences et la Commission nationale du Qatar pour l'éducation, la culture et la science. Elle constitue un rendez-vous incontournable pour promouvoir l'excellence scientifique dans le monde arabe. Le parcours remarquable de Barak Hussein Ahmed illustre l'immense potentiel des élèves djiboutiens. Ce succès est également le fruit des efforts conjugués du ministère de l'Éducation nationale et des enseignants bénévoles de l'Association pour le développement des activités périscolaires qui accompagnent donc et préparent les jeunes talents aux compétitions internationales. Dans une déclaration officielle, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a exprimé sa fierté. Cette médaille de bronze est une source de grande fierté pour Djibouti. Elle illustre le talent et la détermination de notre jeunesse, ainsi que l'investissement constant de notre système éducatif dans l'excellence académique. Nous adressons nos félicitations les plus chaleureuses à Barak Hussein Ahmed et à tous ceux qui ont contribué à cet exploit. Ces succès ne s'arrêtent pas là. Sur la scène africaine, Djibouti avait déjà brillé en août 2024 lorsque Loua Salem a remporté une médaille de bronze lors des Olympiades panafricaines de mathématiques tenues à Johannesburg en Afrique du Sud. Et pour couronner donc ces victoires, les jeunes champions de l'Olympiade arabe et leurs accompagnateurs ont été reçus avec les honneurs à l'ambassade de Djibouti à Doha par Daïb Doubedrable, l'ambassadeur donc de Djibouti au Qatar, les a chaleureusement félicités, saluant leur détermination et les distinctions obtenues qui rehaussent l'image de Djibouti à l'international. Aujourd'hui, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, s'est rendu au chantier de construction de la caserne située au lac Assal. Cette visite d'inspection avait pour objectif d'évaluer l'état d'avancement des travaux, jugés essentiels pour le développement stratégique de cette région. Accompagné de plusieurs hauts responsables militaires, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a souligné l'urgence d'accélérer le rythme des travaux afin de respecter les objectifs fixés. Les infrastructures de cette future caserne joueront donc un rôle clé dans le renforcement de la présence militaire et la sécurisation de cette zone stratégique considérée comme le futur poumon économique du pays. Lors de cette visite, une attention particulière a été accordée aux dispositifs de sécurité. Le général a tenu à s'assurer personnellement que toutes les mesures de protection étaient scrupuleusement respectées et optimisées pour garantir la sécurité des installations et des personnels. Par ailleurs, le bien-être des soldats déployés sur ce site a également retenu l'attention du général. Il a échangé avec eux afin de s'enquérir de leur morale et de leur engagement, tout en rappelant l'importance de leur mission pour la défense et le développement de la nation.
Également, dans le cadre de son programme de lutte antivectorielle, le ministère de la Santé a lancé une vaste campagne de pulvérisation spatiale visant à éradiquer les moustiques et autres insectes volants, principaux vecteurs de maladies telles que le paludisme et la dengue, à l'aide des véhicules équipés de pulvérisation. Des équipes composées d'agents d'hygiène et d'entomologistes se sont déployées sur des sites stratégiques identifiés comme zones à fort risque de transmission. Cette action cible spécifiquement l'élimination des moustiques adultes pour réduire de manière significative les risques épidémiques. Débutée à l'entrée de la saison fraîche, cette campagne s'inscrit dans un calendrier stratégique de riposte visant à maximiser l'efficacité des interventions avant toute prolifération. Elle associe également une opération d'épandage d'insecticides destinée à détruire les gîtes larvaires, empêchant ainsi leur transformation en moustiques adultes. Ces premières mesures, donc, ces premières mesures seront complétées par d'autres techniques de lutte tout aussi efficaces, notamment la pulvérisation aérienne dans la capitale et les régions environnantes, ainsi que la pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent, ciblant les quartiers les plus touchés. Et parallèlement, donc, des campagnes de sensibilisation sont organisées auprès des communautés mettant l'accent sur l'importance de l'hygiène environnementale. Les messages recommandent notamment d'éliminer les flaques d'eau stagnantes et de couvrir les récipients d'eau potable afin de limiter les lieux de reproduction des moustiques. Le ministère de la Santé encourage également la population à se protéger des piqûres en utilisant des répulsifs anti-moustiques et en dormant sous des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du Dr Hussein Youssef Dalal, directeur général de l'Institut national de santé publique et de démographie. Nous sommes en train de poursuivre les activités que nous avons démarrées depuis pratiquement 2 semaines. Donc depuis la saison de pluie, nous nous attendions à ce qu'on appelle une prolifération de vecteurs qui sont de 2 types, les mouches et les moustiques, que ce soit les moustiques du type paludisme, qu'on appelle les anophèles, ou bien ceux qui sont responsables pratiquement de la dengue, du Zika et du chikungunya. Cette activité est menée par toutes les composantes de lutte contre les vecteurs du ministère de la Santé, à savoir l'Institut national de santé publique, la Direction générale de la santé publique et de la prévention, le programme national du paludisme, contre le paludisme, mais aussi la Direction de la promotion de la santé. C'est une activité conjointe du ministère de la Santé. Cette activité se combine en plusieurs étapes. Premièrement, comme on l'a coutumé, nous faisons la destruction des gîtes larvaires, que ce soit des gîtes larvaires, donc là où il y a un bac d'eau propre ou sale. Deuxième partie, nous faisons ce qu'on appelle la destruction des gîtes dans les maisons abandonnées, qui sont déjà répertoriées. Troisième point, nous faisons la destruction des eaux de ruissellement qui viennent ou qui proviennent des maisons domestiques. Ça, ce sont la destruction des gîtes larvaires. Nous faisons la pulvérisation à froid, donc vers 5h, 6h du matin contre les mouches, la prolifération des mouches au niveau de certains quartiers, au niveau du marché. Nous faisons la pulvérisation spatiale qui consiste à pulvériser les quartiers chauds, sensibles, où il y a la prolifération des anophèles, qui sont déjà connus. Mais également, qui est très important, nous allons bientôt démarrer la pulvérisation intradomiciliaire. Nous demandons à la population surtout 2 choses, de ne pas jeter, que ce soit les ordures ménagères, et d'éviter de verser de l'eau de ruissellement sortant des ménages. Et deuxième point, nous leur demandons de dormir sous moustiquaires imprégnés. Et surtout, très important, à travers les élus locaux, la municipalité, le comité de gestion de la santé et le comité de gestion familiale des quartiers et les chefs des quartiers, nous leur demandons, lorsque nos personnels viennent sur site, viennent dans vos maisons, vous aider, soit par destruction, soit pour mettre les produits dans vos toilettes, accompagnez-nous. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé à Dekil un atelier de sensibilisation sur le statut
de l'artiste qui s'est déroulée dans la salle de réunion du Conseil régional de Dikil. Cette initiative témoigne de l'engagement du ministère en faveur de la reconnaissance des droits socio-économiques des artistes. L'événement a rassemblé une trentaine d'artistes de la région, le préfet de la région, le président du conseil régional, ainsi qu'une importante délégation du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Eh bien, l'ouverture de la séance a été marquée par la présence de M. Idriss Moussé, conseiller principal de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Mme Fadouma Abdi, directrice de la Culture, M. Sulaiman Hamed, directeur des régions, ainsi que de plusieurs autres responsables du ministère. L'atelier a été animé par Mme Belan Ahmed Ghedi, consultante nationale en droit d'auteur et droit voisin, qui a partagé donc des perspectives enrichissantes sur le statut des artistes dans notre pays. Avant le début des discussions, un questionnaire détaillé a été distribué aux participants. Ce document, conçu pour mieux comprendre les réalités et les défis auxquels sont confrontés les artistes, couvrait plusieurs aspects essentiels: information générale, potentialité de la création artistique, accès aux avantages socio-professionnels, aux avantages économiques, ainsi qu'au système de santé et de sécurité sociale. Écoutons maintenant un extrait du discours du président du conseil régional de Dikil. L'atelier est un atelier de renforcement de capacité qui vise à identifier, à faire une enquête pour la mise en place du statut de l'artiste. Elle vise également au recensement de patrimoine matériel et immatériel de la région de Dikil. Donc vous êtes tous des artistes dans différents domaines, que ce soit des sculpteurs, que ce soit des arts traditionnels, ou que ce soit des chanteurs. Nous avons invité l'ensemble des artistes de la région de Dikil, que ce soit à Yoboki, à Sehela, à Mouloud ou bien à Dikil-Ville. On espère que le ministère, avec la feuille de route du membre du gouvernement qui est la leur, initiée par le président de la République, à ce que ces artistes puissent bénéficier de ce statut à court terme, afin qu'ils puissent avoir vraiment une vie décente. Ce statut permet d'ouvrir de nouvelles horizons, c'est-à-dire que vous aurez la carte du CSLS, les différentes... votre travail sera valorisé et reconnu tel en tel. Donc c'est très important de suivre cette formation avec assiduité et de répondre aux questions de façon efficace. Je remercie à cette occasion la ministre de la Jeunesse et de la Culture qui a voulu initier cette première initiative, que nous avons honoré à initier cette première initiative dans la région de l'Unité. Sport à présent, après le succès du tournoi interservice de Tadjoura, c'était au tour de la ville de Dikil d'accueillir son propre événement sportif. Organisé dans l'après-midi d'hier sur le gazon synthétique de la ville par la sous-direction du secrétariat d'État chargé des sports, le tournoi a été officiellement lancé en présence de plusieurs personnalités du secrétariat d'État et des autorités locales. Le coup d'envoi a été donné par Omar Hassan Abdallah, directeur des régions, en compagnie de M. Youssouf Abdallah, directeur adjoint, de M. Jama Hussi, sous-directeur de Dikil. La cérémonie d'ouverture a également réuni des cadres, des notables de la ville et de nombreux jeunes supporters venus encourager leurs équipes favorites. Ce tournoi interservice réunit les équipes des différents services déconcentrés des ministères présents dans la région. Le match d'ouverture a opposé l'équipe de l'armée à celle de l'éducation de Dikil, et l'armée a remporté la victoire de manière éclatante sur le score de 4-0. Eh bien, prévu pour durer plusieurs jours, ce tournoi mettra en compétition des équipes issues de divers secteurs, renforçant ainsi les liens entre les services de la ville à travers le sport. Qui a été initié il y a un an de cela. Donc les employés vont participer. Il y aura aussi d'autres événements spéciaux aussi. Et pourquoi pas pour les personnes handicapées, pourquoi pas pour les femmes. Donc cette fois-ci, on a souhaité que
ces personnes, les employés qui pratiquent rarement ces activités sportives, afin que ces personnes, ces employés profitent de ces activités et s'épanouissent. Et à travers cette activité, il y a ce qu'on appelle aussi les sports unis. Donc, les employés, ils vont nouer des relations, c'est-à-dire des partenariats, ils vont former l'équipe, ils vont conjuguer les synergies. Et c'est vrai, après tout, les sports luttent contre tous ces fléaux, c'est-à-dire il y a les CAT, il y a les maladies chroniques, il y a les diabètes, il y a les personnes hypertendues aussi qui sont ici aussi. Évidemment, il y a beaucoup de personnes. Donc, c'est une autre manière aussi de lutter contre ces différents fléaux des maladies. Donc, voilà, c'est pour qu'on a initié. Je remercie également le secrétaire d'État et son staff aussi qui ont initié. Au Moyen-Orient, une nouvelle frappe israélienne a ciblé Haret al-Ouest dans la banlieue sud donc de Beyrouth, marquant le quatrième bombardement dans cette zone ce matin. L'armée israélienne avait précédemment appelé à évacuer les alentours de deux bâtiments à Haret Harek et à Burj al-Brajneh. Trois frappes avaient eu lieu plus tôt, dont deux sur un même bâtiment. Après deux vagues de bombardements nocturnes, le bilan du ministère de la Santé libanais fait état de 3 445 morts depuis octobre 2023, dont 59 jeudi 14 novembre et 6 donc vendredi à Sour, dans le sud du pays. Merci de votre fidélité, c'est ainsi que se termine ce journal de 15 h. Nous vous retrouvons ce soir à 22 h pour de nouvelles actualités. D'ici là, prenez soin de vous.